Donc moi, je vous parlerai essentiellement des conséquences du travail décalé sur la santé, et comme vous le disiez, particulièrement sur la santé cardio-métabolique, en sachant qu'on pourrait élargir à beaucoup d'autres choses, y compris sur des maladies très graves comme le cancer, et notamment le cancer du sein, par exemple. J'en dirai pas beaucoup plus aujourd'hui, mais il y a un impact tout à fait net. Alors quand on parle de travail décalé, pour être un petit peu en rebond par rapport à M. Pommier, il s'agit essentiellement non pas de l'ensemble des activités atypiques, du travail atypique, mais plus particulièrement des horaires inverses par rapport au rythme plutôt que par rapport à la population générale. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une horloge biologique, on le sait tous depuis longtemps maintenant. Cette horloge biologique représente l'ensemble des fonctions biologiques qui ont un rythme circadien, c'est-à-dire grosso modo à peu près sur la journée, et qui est endogène. Cette horloge biologique a un siège qui est le noyau suprachiasmatique et qui se situe au niveau de l'hypothalamus et qui reçoit des informations à partir de la rétine avec des neurones qui sont des neurones de l'axe hypothalamo-rétinien. Et en fait, une fois que ces informations parviennent donc dans ces zones du cerveau sous l'effet de la lumière, eh bien, il y aura toute une série de mécanismes moléculaires qui vont se mettre en route pour engendrer des signaux métaboliques qui vont passer par l'expression de gènes, et en particulier ce qu'on appelle les clock gènes, qui ont été découverts il y a quelques années. Et ces mécanismes moléculaires donc consistent en des facteurs de transcription qui vont modifier l'expression de gènes, et on décrit notamment le gène PER et le gène CRY. La finalité de cette horloge biologique, c'est d'ajuster les régulations des gènes des voies métaboliques en fonction des rythmes de vie et notamment des rythmes veille-sommeil, lumière-nuit. Et donc il y a en quelque sorte une mission extrêmement importante, c'est de faire coordonner l'ensemble de ces rythmes, les rythmes externes, lumière-veille, et les rythmes endogènes. Et bien sûr, il peut y avoir des déréglages, c'est ce qu'on va voir. Donc si on simplifie un petit peu cette horloge biologique, il y a un synchroniseur qui est représenté ici par la lumière, qui envoie des messages au niveau de l'horloge centrale dont on vient de parler, et qui va elle-même déclencher des horloges périphériques. Ces horloges périphériques, elles sont elles-mêmes modulées par des éléments de la vie quotidienne, l'alimentation, le jeûne, le repos, l'activité, la veille, le sommeil, et il y a des interactions permanentes entre tout cela qui s'installe de façon régulière, dans la mesure où il y a une forme d'adaptation qui se fait, et cette adaptation, on le voit très bien, elle est désordonnée lorsqu'il y a le jet lag du voyage, mais elle se règle à nouveau au bout de quelques jours. On dit 1 heure de décalage horaire par jour de recalage lorsqu'on a ce type de situation, le jet lag des voyages. Et tout ceci aura bien sûr des conséquences sur le métabolisme, mais il y a des interactions qui se font dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on aura aussi le métabolisme qui pourra lui-même interagir avec l'horloge centrale ou les horloges périphériques. Alors, les perturbations de l'horloge biologique ont été établies il y a relativement peu de temps, puisque la première publication, c'est Turek en 2005, qui, sur des animaux qui ont été transgéniques pour un des gènes, un des clock gènes, on a mis en évidence, les chercheurs ont mis en évidence l'apparition de dérèglements métaboliques, prise de poids, stockage de tissus adipeux et apparition d'une intolérance au glucose et ensuite d'un diabète. Ceci a été donc l'objet des premières publications chez l'animal, et c'est en 2008 qu'il y a eu des publications chez l'homme avec des polymorphismes qui ont conduit à mettre en évidence une relation, l'analyse de ces polymorphismes, une relation entre les perturbations de ces clock gènes, de cette horloge biologique, et la résistance à l'insuline. Outre ces modifications génétiques qui donc ont été mises en évidence chez l'homme comme chez l'animal,
il y a bien sûr des origines environnementales extrêmement importantes qui peuvent perturber l'horloge biologique. Et c'est donc le sujet de tous ces travaux qu'on va présenter très brièvement, que de regarder l'impact du déficit du sommeil, qui peut être lié à des perturbations des horaires de travail ou des horaires de vie, puisqu'il n'y a pas que le travail qui peut entraîner des perturbations d'horaires de vie. Il y a aussi des gens qui vivent à l'envers sans que ça soit lié à leur activité professionnelle. Et puis, il y a bien sûr, c'est notre objet essentiellement, tout le travail de nuit, le travail posté, les horaires décalés, avec des ampleurs plus ou moins importantes qui ont été rappelées par M. Pommier il y a un instant, mais aussi émerge tout le rôle des écrans, du bruit, de la lumière tardive, voire même des horaires de repas décalés. Et donc, toutes ces modifications ont toujours existé, mais il semble qu'elles soient plus importantes qu'elles ne le furent. Alors, on parle de jet lag social par allusion au jet lag du voyage, mais le jet lag social, donc, est quelque chose d'assez différent parce que le jet lag du voyage, lui, il est ponctuel et on se recale. Le jet lag social, qui est l'inversion des rythmes, travail de nuit, comme on vient de le dire par exemple, travail posté, eh bien, c'est un décalage chronique entre l'heure de sommeil et les jours de travail, entre l'heure de sommeil et l'horloge sociale, et bien sûr entre l'horloge biologique et l'heure de vie ou l'heure de travail. Et cette irrégularité chronique va conduire à des perturbations qui sont importantes et qui sont différentes du jet lag de transport, comme je le disais, qui est lui temporaire, avec des conséquences qui existent, mais qui sont temporaires. Alors en fait, si on veut essayer de comprendre un petit peu de façon simplifiée comment ça se passe, on a donc ces rythmes externes auxquels on est tous soumis, mais de façon variable en fonction de nos conditions de vie. Il y a un entraînement, une habituation qui va permettre de synchroniser nos rythmes endogènes pour conduire à une horloge biologique qui est harmonieuse. Et tout ceci va permettre, lorsqu'on est bien en phase entre les horloges sociales et les horloges biologiques, une homéostasie métabolique. Par contre, lorsqu'il y a des rythmes sociaux ou des rythmes de travail ou pour d'autres origines, des décalages qui surviennent par rapport aux conditions habituelles liées au rythme externe, soleil-veille, soleil-nuit, veille-sommeil, eh bien, on aura un décalage de phase et potentiellement des dysfonctions métaboliques, c'est ce qu'on va voir. Alors, le travail en horaire décalé a de nombreux impacts. Parmi les impacts, il y en a certains qui sont directs, et il est déjà intéressant de les observer, à côté des impacts indirects. Et ce sera quand même important de souligner les deux, en sachant qu'ils sont eux-mêmes en interaction. Par exemple, on sait que quand on a des horaires décalés, eh bien l'alimentation n'a pas les mêmes rythmes. Pour rester éveillé, on va manger davantage. Pour lutter contre l'ennui ou le stress, on va manger aussi de façon différente. Et on aura éventuellement un repas de plus dans certaines conditions de rythme. Tout ceci a un impact sur la quantité, sur la composition du repas et peut modifier la balance énergétique. J'allais dire, ça c'est de la nutrition de base, de la santé de base. Mais il y a aussi l'impact de la chrononutrition, c'est-à-dire le fait de manger à des moments différents. Est-ce que ça a un impact métabolique? Et je donnerai ici deux études qui montrent que oui, il y a un impact métabolique au-delà des modifications de l'alimentation elle-même, donc les modifications induites par les changements d'horaire. Ici, une étude où, chez 110 volontaires, on a décalé l'heure de repas. Elle a été décalée de façon chronique pour tous ces sujets par rapport aux habitudes. Et chez ces sujets, il a été observé, à alimentation égale sur le plan calorique, une augmentation de la masse grasse. Une autre étude, randomisée en crossover chez des femmes, avec un décalage de 3h30, eh bien vous voyez des modifications importantes du métabolisme, de l'oxydation des nutriments,
de la tolérance au glucose, de la thermogénèse, etc., et du cortisol. Il y a donc des interactions qui sont complexes avec, d'une part, les modifications de l'alimentation liées au rythme, les modifications métaboliques liées au rythme, les modifications hormonales, j'en dirai un tout petit mot après, et puis également d'autres choses qui sont les autres changements du mode de vie liés aux modifications des rythmes de travail ou de vie, par exemple des modifications sur l'activité physique, pour n'en donner qu'un, mais aussi des modifications sociologiques dans les relations qu'on a avec les autres. Sans oublier qu'il y a aussi, peut-être M. Pommier pourra le préciser, mais ça paraît assez évident, pour certains, des conditions socio-économiques qui peuvent être différentes et qu'il faudra toujours prendre en compte dans l'analyse des données. Alors, quelles données épidémiologiques disposons-nous? Il y en a de nombreuses, j'en cite quelques-unes simplement de façon extrêmement synthétique, si vous voulez bien. Des études qui ont montré, par exemple, une augmentation de l'IMC sur un suivi de 14 ans chez les sujets qui sont en horaire décalé, mais ce sont des études longitudinales qui méritent bien sûr beaucoup de précautions parce qu'elles ne sont pas contrôlées. Le travail de nuit chez les infirmières a fait l'objet aussi de nombreuses études qui montrent en général une prise de poids par rapport aux infirmières qui ne travaillent pas la nuit. Le travail posté est associé de façon importante à une augmentation du risque de syndrome métabolique et le jet lag social semble un prédicteur du gain d'IMC. Tout ceci, cependant, n'est pas suffisant pour démontrer la relation de cause à effet. Il peut y avoir de nombreux facteurs qui interviennent, le statut socio-économique, les modifications du mode de vie, au-delà des modifications de l'horloge biologique. Donc il faut être très prudent avant d'interpréter tout cela. Il y a eu des méta-analyses sur le travail posté ou le travail de nuit. Et ici, donc, sur 28 études, quand même, le travail posté ou de nuit est associé à une augmentation de 23% du surpoids, de 35% de l'obésité abdominale, et le travail de nuit plus spécifiquement de 43% du risque de prise de poids. Et donc, des choses qui sont quand même assez importantes, mais il faudrait pouvoir les comparer à d'autres situations à conditions socio-économiques égales, par exemple. Mais les ajustements sont en général faits dans les études épidémiologiques sur ces conditions pour pouvoir se dégager de cette condition socio-économique. Donc, manifestement, il y a des effets, et je donnerai encore quelques exemples brefs. Par exemple, cette étude danoise dans l'étude Monica, une étude prospective sur 6 ans qui montre une prise de poids de 5 kg, mais avec une nuance qui est déjà intéressante, c'est que ça concerne surtout les femmes qui avaient une prise de poids initiale. Et donc, il y a sans doute une inégalité des personnes vis-à-vis du travail de nuit pour des raisons qui sont liées à une prédisposition qui se traduit par un surpoids initial. Ce décalage horaire social chronique, jet lag social, et donc a été aussi étudié dans cette étude de 2015, avec une augmentation de 20% de l'obésité, une augmentation de 30% de syndrome métabolique à nouveau, et vous voyez des anomalies métaboliques biologiques qui s'installent, mais là, dans cette étude, à nouveau, chez les obèses métaboliquement anormaux. Et donc, des différences entre les sujets, des sujets plus sensibles sont encore plus sensibles à ces modifications du jet lag social. Une autre étude également, ici, vous voyez, sur un suivi de 6 ans, plus 27% de 4 critères du syndrome métabolique pour chaque heure de décalage sur les horaires de sommeil, une augmentation de ces critères. Toujours dans le même risque cardiométabolique, une méta-analyse sur 226 000 sujets avec une augmentation du risque de diabète de 9% chez les femmes et 37% chez les hommes. Alors il y a un dimorphisme sexuel très important. Et vous voyez pour des conditions très particulières, quart de nuit, quart rotatif, encore plus important. Alors tout ceci est conforme aux conclusion du rapport de l'ANSES de 2016 sur lequel nous nous sommes penchés bien entendu, mais on a élargi un peu les données. L'ANSES disait le travail de nuit a un effet probable sur l'obésité
sur le diabète de type 2, possible sur les dyslipidémies, avéré sur le syndrome métabolique, probable sur les maladies cardiovasculaires et possible sur l'hypertension artérielle et les accidents vasculaires cérébro-ischémiques. C'est en interaction avec des modifications hormonales pour des hormones qui ont un rythme circadien. Ici, je me suis simplement attaché à faire la liste des hormones qui sont modifiées par les rythmes circadiens naturellement. Et donc, ce sont bien sûr des cibles. Je ne vais pas détailler, mais un grand nombre d'hormones ont un cycle circadien. Il y a aussi quelques outsiders qui sont intéressants à signaler. On sait maintenant que les modifications du rythme de vie ont un impact sur le microbiote, donc c'est très à la mode, mais c'est très intéressant. Des souris axéniques ont des altérations d'expression des cloques gènes, et il y a des oscillations circadiennes du microbiote intestinal, et donc c'est intéressant. Et certains acides gras qui sont des marqueurs métaboliques de l'activité du microbiote, comme le butyrate, sont susceptibles de modifier l'expression des cloques gènes. Donc il y a en fait de très nombreux acteurs qui interviennent, les hormones, le microbiote et d'autres encore. Alors pour synthétiser, on arrive à la fin. Les horaires irréguliers ont sans doute des conséquences cardiométaboliques pour au moins deux raisons. D'abord, les effets directs, j'en ai parlé, sur l'activité physique, sur l'alimentation. Les effets indirects sur le sommeil, qui lui-même a un impact sur le risque cardiométabolique, mais modifie aussi l'horloge biologique. Et puis, donc, le microbiote et les modifications hormonales. Donc, il y a des interactions extrêmement nombreuses pour conduire à ce qu'il y ait un impact sur la santé cardiométabolique, qui est un des exemples de l'impact sur la santé, car il y a d'autres impacts, notamment neuropsychiques ou néoplasiques. Alors, en conclusion, je dirais, l'horloge biologique représente l'ensemble des fonctions ayant un rythme circadien endogène, et elle est très importante, et elle est connue mieux connue depuis quelques années. Elle est perturbée par des inférences environnementales, en particulier le travail décalé, qui est responsable d'un jet lag social, et donc c'est un impact important. Outre les modifications comportementales directes, il y a aussi des modifications sur le métabolisme via de nombreux effecteurs. J'en ai cité quelques-uns qui sont importants. Les études sont en faveur d'un risque cardiométabolique accentué lorsqu'il y a un travail décalé, avec une inégalité selon les individus. Mais il faut aussi sans doute prendre en considération les conditions socio-économiques, et j'ai aussi envie de dire ce qu'on appelle aujourd'hui le stress social. Et vous aviez peut-être, Monsieur Pommier, dit qu'il y avait des conditions de travail qui pouvaient être différentes chez ces personnes. Il n'est pas exclu que le stress social soit aussi lui-même un impact direct sur la santé cardiométabolique. Ce sont des travailleurs qui sont plus exposés à ce qu'on appelle le stress social aujourd'hui. Donc voilà de quoi vraiment nourrir notre réflexion et nos actions. Merci. Merci beaucoup. Alors Audrey, est-ce qu'il y a eu des questions sur le chat? Je crois que oui, puisqu'Audrey vient au pupitre. Donc je vais te laisser les poser au docteur Le Serre. Alors une question, quelles hormones sont impliquées? Le cortisol, la mélatonine ou les hormones sexuelles? Sur le diaporama, ici, je montrais qu'il y a de très nombreuses hormones. Oui, le cortisol, bien sûr, qui a un rythme circadien qui est connu depuis extrêmement longtemps. Mais vous avez aussi les entérohormones, vous avez les hormones comme la gréline, la leptine. De très nombreuses hormones sont impliquées. Il est difficile de définir celles qui sont précisément responsables du risque cardiométabolique, mais comme la plupart peuvent avoir un impact sur le métabolisme lui-même, c'est sans doute un ensemble d'hormones qui interviennent, mais elles ne sont pas les seules. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Audrey, sur le chat? Pas d'autres questions pour le moment. Pas d'autres questions? Je crois que oui, Catherine Le Fur a une question. Je voulais savoir, est-ce que vous avez connaissance d'études qui ont pris en compte le chronotype des salariés dans l'étude de l'impact?
Non, c'est vrai que c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas le même chronotype, effectivement, mais j'ai pas vu d'études là-dessus. Alors peut-être il y a des études expérimentales qui se sont penchées, mais en tout cas sur le plan des études épidémiologiques, je l'ai pas vu. C'est sûrement important parce que déjà métaboliquement on n'est pas identique, mais peut-être aussi sur le chronotype, on n'a pas tous la même sensibilité, oui. Enfin, j'imagine que peut-être vous en avez vu. Non, j'ai pas vu d'études, mais par contre sur le terrain, c'est quelque chose qui revient souvent en fait. Quand les personnes se disent d'un certain chronotype, on s'aperçoit que la façon dont ils vivent le travail en horaire décalé et probablement les conséquences qu'il y a sur la santé sont moindres ou sont différents en fait. J'avais une petite question, mais qui est un petit peu plus, on va dire, hélicoptère sur le sujet. Mais est-ce que les médecines du travail aujourd'hui ont des informations sur ces prises en charge, sur les conséquences? Est-ce qu'il y a des passerelles entre les études? Alors je pense à la médecine du travail parce que c'est peut-être la plus proche des salariés et des personnes qui sont concernées. Oui, je pense que les médecins du travail sont sensibles à cela. Ils sont au premier rang pour pouvoir en tenir compte. Nous-mêmes, on est souvent amenés à intervenir auprès de médecins du travail dans le cadre de formation et on leur communique donc à la fois les données scientifiques mais aussi des recommandations. Nous-mêmes, on a travaillé avec les médecins du travail pour l'étude Prévost qu'on présentera tout à l'heure. Donc il y a une sensibilité forte. Le problème que l'on a, c'est que on peut modifier certains aspects des modes de vie, on va le voir tout à l'heure, des travailleurs en horaire décalé, mais la cause reste quand même l'horaire décalé. Et donc, on est limité. Je vais dire, c'est un pansement, peut-être pas sur une jambe de bois, mais c'est un pansement quand même qui ne résout pas profondément les causes. Et on peut être préoccupé du fait, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a plus de gens au travail décalé qu'il n'y en avait, semble-t-il. Merci. Je crois qu'il y a une nouvelle question sur le chat. Audrey, je te laisse la parole. Oui. Alors, existe-t-il des effets plus marqués pour certains horaires, le 3-8, 5-8 et 2-12 ? Oui, j'ai montré là rapidement que certains impacts métaboliques étaient plus importants pour des quarts de nuit ou d'autres conditions particulières. Sans doute, il faudrait aller un petit peu plus dans le détail. Voilà, il est probable que les gens qui sont un petit peu du soir soient moins affectés que ceux qui sont vraiment de la nuit. Les gens qui travaillent un peu le soir. Certaines études ont cherché à le savoir. Je pense que le travail de nuit en tant que tel a un impact supérieur. Et voilà, c'est tout à fait important d'en prendre connaissance. Oui. Merci Audrey. Oui, juste je me permets d'amener un élément de réponse. Il semblerait que plus les rotations sont longues, plus l'impact sur la santé est important. Donc plus les rotations sont courtes, moins l'impact sur la santé paraît important. En revanche, c'est moins bien toléré par les salariés en fait. Moi, j'avais beaucoup de patients en consultation de métabolisme qui étaient extrêmement perturbés par le travail de nuit, même s'il était très très ancien. C'est-à-dire qu'on a même l'impression que avec l'âge, et heureusement il y en a un peu moins, avec l'âge, l'organisme ne s'habitue pas et se dérègle peut-être davantage. Merci Audrey. Est-ce qu'on a encore quelque chose qui arrive par le... Oui, on me demandait quelles étaient les autres pathologies qui étaient impliquées. Les pathologies neuropsychiatriques, ça c'est tout à fait évident, les gens qui sont dépressifs en particulier. Et puis, je le disais tout à l'heure, les cancers, l'augmentation du risque de cancer du sein est d'environ 80% pour les femmes qui travaillent la nuit. C'est absolument considérable. C'est beaucoup, beaucoup plus que beaucoup d'autres facteurs. Ceci dans des méta-analyses. Donc, c'est très préoccupant. C'est un vrai problème de santé publique. Je pense que le CIRC a qualifié le travail de nuit de cancérigène, d'ailleurs.